Chapitre 6 La bourse. L'éternelle valse des regrets. Rothschild après les placements et l'immobilier. Il est temps d'aborder un de mes jeux favoris. La bourse. Celle-ci doit sa démocratisation à la révolution Internet qui a rendu les marchés financiers accessibles à des millions d'intervenants. Ainsi, beaucoup ont découvert qu'elle n'était pas réservée à une élite et que le savoir financier n'était pas la chasse gardée d'un cercle restreint. La bourse est le miroir de notre économie, rythmée par des périodes d'euphorie et de faiblesse, et par l'activité des entreprises qui participent à cette économie. Celle-ci étant condamnée à progresser, sous peine de disparaître, elle se retrouve dans l'obligation de prospérer en générant de la valeur et des dividendes pour les actionnaires, ce qui fera monter le prix de leurs actions. Il existe deux modes d'intervention sur les marchés financiers: l'investissement et la spéculation, chacun correspondant à un profil d'intervenant très différent. Le but de l'investisseur est de détenir les actions d'une ou plusieurs sociétés en espérant qu'elles s'apprécieront significativement pour être en mesure de réaliser un bénéfice le jour de leur revente. Pour que les plus-values soient conséquentes, vous devrez garder ces actions sur des périodes qui courent de quelques mois à plusieurs années. Ces durées de détention sont nécessaires car, en dehors de cas exceptionnels, les sociétés ne valorisent pas leurs découvertes ou leurs innovations du jour au lendemain. La possession des parts d'une société implique également que vous recevrez chaque année les dividendes versés par l'entreprise dont vous détenez les actions, à condition que celle-ci fasse des bénéfices. L'investissement se prête donc plus à la création de patrimoine et à l'accumulation de richesses. C'est surtout cet aspect qui nous intéresse. La spéculation ou trading consiste à intervenir sur les marchés dans le but de réaliser des gains rapides. Les spéculateurs essayent d'anticiper les mouvements des marchés à court terme, pour se positionner au bon moment et se retirer aussi vite qu'ils sont entrés. Ces intervenants spéculent aussi bien sur les actions, les devises comme le dollar ou l'euro, ou encore les matières premières. Les périodes d'engagement varient de quelques minutes. Technique nommée day trading, à quelques jours. Étant donné que le capital est immobilisé sur de courtes périodes, le but est essentiellement de générer des revenus. Dans ce domaine, les meilleurs sont capables d'afficher des scores de plusieurs centaines de pourcents par an. Bien que j'ai écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, en tant qu'investisseur, je vous déconseille très fortement de jouer à ce jeu. C'est une activité qui demande beaucoup d'énergie, du temps et une discipline sans faille que peu d'entre nous sont capables de fournir. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande de vous rendre sur mon site www.toutlemondemerite-riche.com/info.htm. Vous y trouverez diverses informations et recommandations de livres. Ceci étant dit, que nous soyons investisseurs ou traders, nous sommes tous des spéculateurs en puissance car nous investissons en bourse pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Enfin je crois. Seul l'horizon de temps diffère. Revenons à l'investissement et plus précisément à la bourse française et son indice phare, le CAC 40. Comme son nom l'indique, le CAC 40 est constitué de 40 entreprises françaises dont les actions font partie des plus grosses capitalisations boursières. La bourse de Paris est organisée par la société Euronext qui est elle-même cotée. Elle gère également les bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et de Lisbonne. Le CAC 40 n'est pas le seul indice de la bourse parisienne. Vous trouverez également des indices plus larges comme le SBF 80 ou le SBF 120 qui regroupent d'autres actions moins capitalisées. Pour plus d'informations, je vous recommande de consulter le site www.euronext.com.
Maintenant que nous avons une petite idée de notre terrain de jeu, il nous faut répondre aux 3 questions suivantes. Quand acheter? Quand vendre? Quoi et comment acheter? Quand acheter? Regardons d'abord comment le CAC 40 s'est comporté depuis sa création fin 1987. Graphique 6 et tableau 2. Tableau 2, performances annuelles du CAC 40 depuis sa création. Graphique 6, progression du CAC 40 de 1987 à fin 2005. Depuis 1988 et malgré la forte baisse du début du millénaire. Flèche sur le graphique 6. Vous remarquerez que seulement 6 années sur 18 ont été négatives. En y regardant de plus près, 1995 et 2000 affichent des pertes pratiquement nulles. Cela veut dire qu'en achetant simplement le 1er janvier de chaque année pour revendre le 31 décembre de la même année, vous auriez gagné 2 fois sur 3, avec des gains allant jusqu'à plus de 50% en un an. Années 1988 et 1999. De grosses pertes étaient également au rendez-vous. En 1990, première guerre du Golfe, et 2000 à 2002 pour le plus grand marché baissier de toute l'histoire de la bourse. Malgré cette forte baisse, le CAC 40 a progressé de 984 à 4715 points, affichant un gain de 380% sur une durée de 18 ans, de 1988 à fin 2005, ce qui représente l'équivalent de 9,2% en intérêts composés. En réalité, cette progression a été plus importante car en misant sur les actions du CAC 40, vous auriez également perçu les dividendes distribués sur toute la période, soit environ 2% par an, ce qui ramène globalement notre performance finale à 11%. La première conclusion qui s'impose est la suivante. Vous devez toujours être investi, c'est-à-dire toujours avoir des actions dans votre portefeuille, pour profiter des hausses. Le problème c'est que vous ne savez pas à l'avance quelle année sera négative ou positive. Ce qui implique, et c'est loin d'être le plus agréable, que vous devrez subir les pertes générées par les années négatives pour profiter des années de hausse. Ce qui m'amène à vous dire que pour vos investissements boursiers, vous ne gagnerez jamais si vous n'êtes pas prêt à perdre la deuxième conclusion. Plus tôt vous achèterez, plus vite vous vous enrichirez. Donc pour répondre au premier point de notre problématique qui consiste à savoir quand vous devez acheter, la réponse est maintenant. Quand vendre? En ce qui concerne le deuxième point, le célèbre investisseur américain Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la planète, considérait que le meilleur moment pour vendre une action se situait entre 50 ans et jamais. Il faut considérer l'investissement boursier comme un véhicule qui permet de s'enrichir plus rapidement qu'en souscrivant à la caisse d'épargne, donc bien au-dessus du coût de l'inflation. Par conséquent, tant que vous serez en période d'investissement, vous devrez alimenter votre compte par l'intermédiaire de votre deuxième salaire. Vous pouvez également envisager de conserver vos actions et considérer les dividendes distribués comme un complément de revenus, tout en tenant compte que ces derniers varient d'une année à l'autre, et qu'ils ne peuvent être considérés comme une source de revenus stable. Quoi et comment acheter? Nous allons aborder une technique simple que je nomme CMR. Coût moyen rapporté, et qui se prête parfaitement à notre stratégie de se payer en premier. Cette technique est réellement accessible à tous et ne demande aucune compétence financière. Elle vous permettra à la fois d'amortir les périodes de baisse et de profiter des hausses, tout en investissant des sommes très raisonnables. Votre seul travail consiste à investir chaque mois la même somme sur une action précise que nous déterminerons plus loin, pour vous donner une idée plus précise du fonctionnement de cette technique. Considérons les deux actions représentées sur le graphique 7.
Dites-moi sur laquelle vous aimeriez être investi. L'action numéro 1 a l'air plus intéressante, puisqu'elle n'arrête pas de progresser. Je me doutais bien que vous choisiriez la première. Bien que je comprenne votre choix, ce n'est pas obligatoirement le meilleur. Pour le vérifier, je vous propose d'investir 100 € chaque mois sur chacune de ces actions pendant un an. Bien que l'action numéro 1 ait affiché une performance de 100% sur l'année et un rendement moyen de 31%, l'action numéro 2 a généré plus de gains, avec une progression de 9% sur la même période et un rendement moyen de 38%. Voir tableau 3. Bien sûr, l'exemple pris ici est volontairement favorable à la démonstration. Je cherche seulement à démontrer qu'il n'est pas nécessaire de trouver une action capable de progresser fortement pour s'enrichir. Ce qui veut également dire qu'il n'est pas utile de savoir prédire l'avenir, tout en supposant que vous en soyez capable. Ce principe fonctionne pour n'importe quelle action. Il est basé sur le fait que lorsque les prix baissent, vous avez la possibilité d'acheter plus d'actions à un meilleur prix, ce qui démultipliera l'effet de la progression lorsque votre action repartira à la hausse. Tableau 3. Simulation d'investissement sur les deux actions du graphique 7. D'accord. Mais pour que ce principe fonctionne, il faut obligatoirement que les prix montent. S'ils ne font que baisser, nous aurons beau acheter plus d'actions, nous ne gagnerons jamais d'argent. C'est tout à fait exact. Donc une partie de la problématique est de trouver les actions qui ont une forte probabilité de hausse et qui présentent le moins de risques possible. C'est ce que nous allons déterminer. Pour que cette technique soit rentable, vous devez être capable d'identifier une entreprise dont les actions ont un potentiel de hausse à long terme. C'est loin d'être le plus facile. Prenons le cas d'Alcatel. Graphique 8. Pendant la période qui court de début 1999 à septembre 2000, l'action a gagné 500%. Flèche 1. Alors que l'indice CAC 40, dont elle fait partie, ne progressait que de 70%. Il est clair que si vous aviez acheté et revendu Alcatel au bon moment, vous auriez dégagé une plus-value substantielle. Mais regardons la suite de l'histoire. À partir de ses plus hauts historiques, 97 €, l'action a reperdu 98% de sa valeur pour toucher les 2,5 €. Flèche 2. Graphique 8. Action Alcatel, un autre exemple. Fin 2005, le tristement célèbre Eurotunnel, qui a ruiné des milliers de petits porteurs, se traîne aux alentours de 30 centimes d'euros. Graphique 9. Sans parler de toutes les actions de la bulle Internet, aujourd'hui disparues. Autre élément à prendre en compte. Saviez-vous que sur les 30 entreprises qui composaient le Dow Jones, indice phare américain, au début du XXe siècle, aucune n'a survécu à ce jour? Ce n'est pas rassurant votre histoire. Êtes-vous en train de nous dire qu'il ne faut pas investir en bourse? Oui et non. Si vous êtes capable de trouver là où les bonnes actions, ce sera le jackpot et un formidable accélérateur de richesse. Car d'une manière générale, une action progresse toujours plus rapidement que l'indice. Le problème est de trouver les actions qui ont un fort potentiel d'appréciation sur le long terme. Toute la problématique se concentre sur ce point. D'autant plus que je pars du principe que vous n'êtes pas un spécialiste des marchés financiers. Graphique 9. Action Eurotunnel. Avertissement important. Si l'investissement en bourse vous intéresse, je vous déconseille fortement de vous lancer dans cette activité sans connaissance solide. Dans le cas contraire, je pense que c'est certainement le meilleur moyen de perdre de l'argent. J'ai vu des dizaines d'apprentis investisseurs perdre des fortunes parce qu'ils pensaient tout savoir sur le sujet après avoir lu quelques livres, ou sous prétexte qu'ils étaient abonnés à toutes les revues financières disponibles.
plus que tout autre investissement. Investir en bourse réclame un minimum de connaissances adéquates. Parce qu'avant tout vous engagez directement votre argent et que sa valeur est quantifiable à tout moment. Ce qui a pour effet de provoquer des pressions psychologiques que vous ne soupçonnez pas. Je reviendrai plus loin sur ce sujet. Revenons à notre problématique de départ. Comment choisir vos actions? Plus en avant j'ai montré que la valeur du CAC 40 avait été multipliée par 4 en l'espace de 18 ans, générant une performance supérieure à 11% par an en intérêts composés. Durant toute cette période, des sociétés sont nées, d'autres ont disparu, mais l'indice CAC 40 existe toujours. La raison est simple. Au contraire d'une entreprise, un indice ne dépose pas le bilan. Lorsqu'une société disparaît, son action sort automatiquement de l'indice auquel elle est rattachée et se trouve remplacée par une autre. Par conséquent, si vous investissez sur les indices, votre potentiel de ruine est pratiquement réduit à zéro. Comment investir sur le CAC 40? Faut-il que j'achète les 40 actions de l'indice? Heureusement non. Il existe des solutions qui permettent de contourner cet aspect. Comme tous les indices, le CAC 40 est immatériel. Il n'est que la représentation globale de la progression, négative ou positive, de toutes les actions qui le composent. Donc, pour investir sur le CAC, nous utiliserons des produits capables de reproduire ces mouvements à l'identique. C'est le cas des SICAV indiciels, mais aussi d'actions spécifiques nommées trackers qui permettent d'investir sur l'indice et de profiter de ces variations. Dans la pratique, les gérants ou les créateurs de ces trackers ont acheté toutes les actions qui composent le CAC et recréé une action unique qui se comporte comme l'indice. C'est le cas de l'action Lyxor ETF CAC 40 ou encore Easy ETF CAC 40. Pour information, ces trackers répondent respectivement aux codifications FR 0007052782 et FR 0010150458, ainsi qu'aux dénominations réduites CAC et E40. Ces codes doivent être rappelés à votre intermédiaire pour toutes les transactions que vous effectuerez. Leur prix est égal à 1% du niveau de l'indice. Ainsi, le traqué CAC vaut 40 € lorsque le CAC 40 est à 4000 points. Supposons maintenant que nous appliquions la technique du coût moyen rapporté depuis le 1er janvier 1988 jusqu'à fin 2005 au travers d'un traqué CAC. Si vous aviez investi 100 € par mois sur toute cette période, vous posséderiez aujourd'hui 51 041 €. En réalité, cette somme serait bien supérieure, car je n'ai pas pris en compte les dividendes distribués sur toute la période. Si nous considérons que ceux-ci sont en moyenne de 2% par an, et que vous les ayez réinvestis, au final votre capital serait de l'ordre de 62 000 €. J'ai également considéré que vous engagiez la même somme sur toute la période. Dans la réalité, il est fort probable que vos revenus progresseront, au moins autant que l'inflation, soit environ 2% par an. Ce qui implique que chaque année vous augmenterez de 2% la somme investie. Par conséquent, en année 2 votre investissement mensuel sera de 102 €. En année 3 il passera à 104,04 € et ainsi de suite. Cet aspect est très important car en tenant compte de cette nouvelle donnée, le résultat final sera proche des 74 000 €, pour seulement 100 € investis par mois. Est-ce que les trackers ne sont disponibles que pour les indices? Les indices majeurs comme le CAC affichent la progression globale des entreprises qui le composent. Celles-ci n'évoluent pas toutes dans le même secteur d'activité. Ainsi Alcatel fait partie des télécoms. Total est rattaché à l'énergie, alors qu'Aventis est relié au secteur pharmaceutique.
Chacun de ces secteurs peut être considéré comme un sous-indice dont les variations sont répliquées par un traqué, comme pour le CAC 40. Si une des sociétés est amenée à disparaître, ou si elle est absorbée par une autre, elle sortira de ce sous-indice sans que celui-ci subisse le même sort. Est-il préférable de privilégier les indices ou les secteurs? Au même titre que les actions, les secteurs d'activité progressent plus vite que l'indice principal. Celui-ci étant lissé par le simple fait qu'il est composé d'actions sans aucune discrimination sur son activité. Par conséquent, l'investissement sur les secteurs se révélera plus rentable. Mais attention, si les variations sont plus fortes, elles le sont dans les deux sens, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Quel marché pour les années à venir? Bien que la technique du CMR permette d'amortir les chocs des mauvaises années, il est également intéressant d'être capable d'identifier d'autres indices en dehors de la France, ou des secteurs d'activité qui ont des chances significatives de progresser dans les années à venir. En se projetant dans le futur, les pays très en vue pour les prochaines décennies sont la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Pour profiter de ces hausses potentielles, vous pouvez investir sur ces économies par l'intermédiaire de trackers spécialisés ou de SICAV, composés d'actions qui participent à l'économie de ces pays. Vous pouvez également privilégier certains secteurs. Par exemple, l'humanité aura toujours besoin d'énergie. C'est une nécessité incontournable à toutes les économies du monde. Aujourd'hui, ce secteur est principalement représenté par les sociétés pétrolières. Demain, ce seront d'autres énergies et peut-être d'autres sociétés qui prendront le relais. Dans tous les cas, ce secteur d'activité a de fortes chances d'exister encore dans quelques dizaines d'années. Il en va de même pour l'agroalimentaire ou la pharmacie. Tout simplement parce qu'il y aura toujours plus de monde sur Terre à nourrir et à soigner. Notion de nécessité. Vous voyez, les analyses économiques prospectives sont relativement basiques et relèvent essentiellement du bon sens. Est-il possible d'utiliser l'effet de levier pour acheter des trackers ou des actions? Oui, mais je vous déconseille fortement de le faire. Étonnant. Vous nous avez pourtant dit que le levier permettait de s'enrichir plus rapidement. C'est vrai, mais en ce qui concerne la bourse, la situation est très différente. Les instances régulatrices du marché des actions françaises vous permettent de passer des ordres en bénéficiant d'un effet de levier de 5. C'est-à-dire que 100 € vous donneront un pouvoir d'achat de 500. Pour l'exemple, si vous investissez sur le traqué CAC 40 et que celui-ci progresse de 15%, le rendement sur votre capital sera de 15% x5, soit 75%. C'est très séduisant au premier abord. Mais la réalité l'est beaucoup moins. Vous allez surtout vous apercevoir qu'utiliser un levier de 5, c'est jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Sans compter qu'en vous ruinant vous enrichirez le courtier qui passera vos ordres de bourse. Puisque ce dernier est un passage obligatoire pour toutes vos transactions qu'elles soient gagnantes ou perdantes. Tout d'abord, même si les gains sont multipliés par 5, n'oubliez pas que les pertes le sont également. Ce qui peut vous mener à la ruine très rapidement. Car si le CAC baisse de 10%, avec un levier de 5 votre capital sera réduit de 50%. Mais il suffit d'attendre, puisqu'à long terme la bourse a tendance à monter. C'est presque vrai. Lorsque vous utilisez un levier de 5, la couverture minimum demandée est de 20%. Supposons que le marché ne recule pas de 10%, mais de 20%. Dans ce cas votre capital sera réduit à néant. 20% par 500%. Si le marché recule de 21%, vous dépasserez le niveau de capital minimum requis. Pour rester dans le jeu, vous devrez augmenter votre couverture.
C'est ce que l'on appelle dans le jargon des courtiers l'appel de marge. Si vous êtes incapable de fournir, ce dernier liquidera votre position. Même si le temps vous donne raison et que le marché repart à la hausse quelques jours après. Mais comme d'habitude, vous ne le savez qu'après. Au final vous vous retrouverez ruiné sans profiter de la hausse. Je suis d'accord avec vous sur la démonstration. Mais rien ne nous empêche d'utiliser un levier moins important. Avec un levier de 2, la couverture sera de 50%. Ce qui nous laisse une marge de manœuvre plus importante. Dans l'absolu vous avez raison. Mais il y a un autre aspect à prendre en compte. Typiquement franco-français. Pour accéder à l'effet de levier vous devrez ouvrir un compte spécifique qui sera géré par une procédure nommée SRD. Service du règlement différé. Dès que vous investirez les sommes rendues disponibles par l'effet de levier, vous payerez des intérêts calculés sur cet investissement, puisque le levier n'est rien d'autre qu'un crédit. Sans compter que vous aurez éventuellement à payer des frais fixes complémentaires qui varient d'un courtier à l'autre. Ce n'est pas fini. Le SRD propose un règlement différé des achats que vous avez effectués dans le mois en cours. Cette régularisation se fait à la liquidation qui intervient chaque fin de mois boursier. À ce moment vous devrez indiquer à votre courtier si vous souhaitez confirmer votre achat en payant la totalité du prix des actions que vous avez achetées à crédit dans le mois courant. Ou si vous souhaitez reporter vos positions et continuer à utiliser l'effet de levier. Ce report vous sera facturé chaque mois au prix d'une transaction. Cela varie en fonction des courtiers. En sachant qu'une transaction coûte plus ou moins 0,5% du montant engagé. Vous devrez au minimum gagner 6%. 0,5% par 12 mois. Rien que pour couvrir le coût du report et commencer à vous enrichir. Si nous y ajoutons les frais engendrés par le crédit du levier, nous arrivons facilement à 8 ou 10%. Sans compter que vous payerez plus d'impôts. En effet, pour profiter d'exonérations fiscales sur les plus-values, vos actions doivent obligatoirement être logées dans un PEA, plan épargne en actions, qui ne prend pas en compte le SRD. Les intermédiaires pour acheter des actions ou n'importe quel produit financier vous devez obligatoirement utiliser les services d'un intermédiaire. Vous avez deux solutions. Passez par votre banque ou utilisez un courtier sur Internet. Les banques de dépôt classiques ont pour habitude de facturer des frais de transaction importants. Surtout pour l'achat et la vente d'actions ou de trackers. Dans la majorité des cas vous aurez à payer des frais fixes plus un pourcentage en fonction du montant de la transaction. Faites bien attention à cet aspect car en fonction de la somme investie, ces frais peuvent rapidement devenir prohibitifs. Pour l'exemple, en investissant 100 € par mois, si les frais totaux sont de 10 €, ils représenteront 10% de votre versement. Vous pouvez contourner ce problème en investissant une fois par trimestre en cumulant la somme récoltée chaque mois. Ainsi vous amortirez fortement l'impact des frais fixes pour chaque transaction. Même chose pour les SICAV indiciels qui pourraient remplacer les trackers. Il n'est pas rare que la banque facture des frais d'entrée de l'ordre de 2 à 4%. Je vous conseille fortement de vérifier cet aspect avant de vous engager. Il est à noter que certaines banques proposent des produits financiers préformatés pour investir sur les marchés financiers. Ces produits se prêtent très bien à notre technique du CMR avec des frais tout à fait raisonnables. À vous de poser la question à votre banquier. Les courtiers en ligne sont des intermédiaires beaucoup plus spécialisés qui ne traitent que des produits financiers d'épargne ou d'investissement. Ils proposent des tarifs très agressifs qui auront moins d'impact pour tous vos achats d'actions ou de trackers. En ce qui concerne les SICAV, vous aurez accès à un large panel de produits accessibles à peu de frais.
Comme pour les actions, vous trouverez des produits avec des frais d'accès réduits, voire complètement exonérés. Mais ne vous faites aucune illusion. Personne ne travaille gratuitement, surtout dans les métiers de l'argent. En contrepartie, vous aurez probablement à payer des charges pour la gestion et le maintien de votre compte. Si vous êtes intéressé par ce type de produit, je vous conseille de vous rendre sur Internet et de taper le mot SICAV dans les moteurs de recherche. C'est un excellent moyen pour identifier les différents intervenants du marché et leurs offres. Bourse et émotion. La technique du CMR est simple à mettre en œuvre. Mais pour qu'elle soit pleinement rémunératrice, elle implique que vous adhériez totalement aux règles que nous avons définies et que vous les appliquiez avec discipline. Je sais par expérience que beaucoup d'entre vous seront tentés de mettre leur grain de sel lorsque les marchés seront malmenés. Et je vous comprends parfaitement. Si vous aviez eu à affronter la longue période de baisse de la bourse entre 2000 et 2002, voire flèche graphique 6, il vous aurait fallu beaucoup de courage et d'abnégation pour continuer à acheter régulièrement. Toujours plus de trackers, voyant que ceux-ci se dépréciaient jour après jour. Chaque nouvel achat vous faisant douter un peu plus en mettant vos nerfs à rude épreuve. Bien que la bourse ressemble à un jeu d'argent, c'est avant tout un défi psychologique, où deux émotions fortes sont constamment présentes. La peur et la cupidité. La peur se manifeste lorsque tout semble aller mal. Elle vous pousse à vendre rapidement vos actions par crainte de voir votre portefeuille fondrer, réduit à néant. En revanche, la cupidité est une invitation à la tentation d'acheter toujours plus d'actions, sans respecter le rythme et la taille de vos engagements, augmentant ainsi le risque. Cette frénésie d'achat étant essentiellement motivée par la crainte de voir les prix s'envoler. Sans vous, au final, vous achèterez souvent trop cher. Tous ceux qui ont déjà investi en bourse savent de quoi je parle. Si vous n'avez jamais mis les pieds dans cette arène, vous le découvrirez bien assez tôt. Il n'y a pas qu'en bourse que vos émotions vont se manifester. Chaque fois que vous engagerez votre argent, elles se rappelleront à votre bon souvenir. Plus la somme sera importante par rapport à votre richesse du moment, plus la pression sera forte et plus elle vous poussera à prendre les mauvaises décisions. La peur vous incitant à vendre et la cupidité à acheter. Dans les deux cas, vous agirez par impulsion. Autre considération à prendre en compte. Plus il vous sera facile d'intervenir, plus vous ferez d'erreurs. Pour vendre vos actions, il suffit de décrocher votre téléphone et de dire à votre courtier de liquider votre position, ou de passer simplement votre ordre par Internet. 30 secondes plus tard, le montant de la vente sera sur votre compte. L'immobilier a un avantage. L'énergie que vous devrez déployer pour mettre votre bien en vente et le temps de transaction agiront comme un filtre qui vous évitera de prendre des décisions trop rapides et que vous risquez de regretter par la suite. La règle à retenir est la suivante. En matière d'investissement, si vous laissez vos émotions prendre le pas, vous perdrez de l'argent. Vous nous dites qu'en agissant sous le coup de l'émotion nous avons plus de chances de nous tromper que de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'en faisant l'inverse, nous n'avons pas plus de chances d'avoir raison? Je serais assez tenté de vous répondre par l'affirmative. De nombreuses statistiques montrent que 80% des spéculateurs, je n'ai pas dit investisseurs, perdent de l'argent en bourse. Les raisons de cet échec étant essentiellement dues à un manque de discipline, de formation et surtout au fait que la plupart investissent en bourse, comme ils joueraient au casino. D'autre part, si nous considérons que nous vendons par peur, que nous achetons par cupidité et que 80% des intervenants ont tort, pour nous enrichir en bourse il suffirait de vendre lorsque tout le monde achète et acheter lorsque tout le monde vend. C'est ce qui s'appelle être contrarien.
Le jour où vous serez capable de le faire, vous vous enrichirez 10 fois plus rapidement que les autres. Mais il y a plusieurs problèmes à surmonter. C'est un exercice périlleux, car il est très difficile de prédire le plus bas d'un marché. Regardez encore une fois le graphique 6 du CAC 40. Au début de la baisse, auriez-vous pensé une seule seconde que le CAC perdrait 65% de sa valeur? C'est psychologiquement très éprouvant. Acheter des actions quand tout le monde vend est un exercice qui demande des nerfs d'acier et une confiance en soi absolue. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il est préférable d'acheter de l'immobilier plutôt que d'investir en bourse? Non, pas du tout. L'immobilier est sujet au même phénomène de psychologie des foules. Je tiens seulement à vous mettre en garde contre les dangers qui vous guettent. La bourse est un excellent vecteur d'enrichissement mais demande de la discipline, de la méthode et de la patience. Et il se peut que vous en soyez parfaitement incapable. Dans ce cas, le plus simple est de laisser les autres intervenir pour votre compte et d'utiliser un des principes de l'effet de levier. L'expérience des autres. Bourse et EDA. Un des principaux problèmes de l'investissement en bourse provient du fait que la plupart des investisseurs sont incapables, ou n'ont pas la patience de respecter leur choix. Ils sont régulièrement tentés de remanier leur portefeuille d'actions parce qu'ils ont du mal à supporter les mouvements incessants du marché. Pour la bonne santé de votre capital, il est important de savoir rapidement si vous êtes capable de respecter votre plan d'action. Dans le cas contraire, je vous propose de mettre en œuvre un des principes de l'effet de levier en vous octroyant les services d'un spécialiste. Si cette démarche vous intéresse, vous devrez sélectionner un ou plusieurs fonds d'actions ayant affiché de bonnes performances sur les dernières années, et acheter régulièrement des parts de ce fonds lorsque vous vous payerez en premier. Même si une étude du passé n'est pas une garantie pour l'avenir. En général, il n'est pas très difficile de trouver des fonds capables de générer plus de 10% par an. En contrepartie, vous aurez à payer un droit d'entrée calculé en fonction de la somme investie, et des frais de gestion annuels de l'ordre de 2%. Mais indolores puisqu'en général ils sont déjà déduits de la performance affichée. Lorsque vous étudierez les performances de différents fonds actions, appelés FCP pour fonds communs de placement, vous vous apercevrez que la plupart d'entre eux ont présenté des performances négatives pendant la grande baisse des marchés de 2000 à 2002. Ne vous découragez pas pour autant. Même si les gestionnaires sont des professionnels, ils affichent également des performances négatives lorsque les bourses sont déprimées. La bonne nouvelle, un tel effondrement du marché n'arrive qu'une fois tous les 15 ou 20 ans. Par conséquent, et même si je ne connais pas l'avenir, il est fort probable que la période soit propice et que nous ayons quelques années intéressantes devant nous. Vous pouvez également mettre à profit les périodes de baisse de la bourse pour trouver des fonds meilleurs que d'autres. Par exemple en 2001 et en 2002. Le CAC affichait des performances de moins 22% et moins 34%. Si vous trouvez un FCP qui a fait mieux sur ces années, même si sa performance est négative, peut-être mérite-t-il que vous vous y intéressiez. Un dernier conseil. À moins de posséder un capital important, plusieurs centaines de milliers d'euros, je vous déconseille fortement de faire appel à un gestionnaire privé pour gérer votre portefeuille. Étant donné que la plupart sont rémunérés sur les frais de courtage lorsqu'ils achètent et vendent des actions pour votre compte, vous devrez représenter un potentiel important pour qu'ils soient réellement motivés. En revanche, en souscrivant à un fonds ou une SICAV spécialisée, vous ferez partie d'une masse de souscripteurs dont le capital total investi aura plus de poids auprès du gestionnaire. Vous profiterez ainsi de l'importance que représentent les capitaux de plusieurs centaines de personnes avec une limite modeste.
C'est encore une forme d'effet de levier. Je conclurai ce chapitre par un dernier mot. La bourse est un jeu passionnant qui peut se révéler destructeur si vous faites n'importe quoi. En tant qu'investisseur, vous devez être conscient de vos possibilités et surtout savoir si vous investissez pour démontrer que vous êtes capable de détecter des actions qui vont monter ou pour gagner de l'argent. Ceux qui cherchent à avoir raison sont avant tout des joueurs. Les véritables investisseurs cherchent à gagner de l'argent, pas à satisfaire leur ego. La technique du CMR fonctionne très bien sur le long terme. Si vous ne pensez pas être capable de tenir la distance, ne l'utilisez pas et n'hésitez pas à souscrire à un FCP que vous alimenterez régulièrement. N'oubliez pas que seul le résultat compte ainsi que la préservation de votre capital.